Alors bonsoir, merci pour l'invitation Nicolas. Je suis ravi de me trouver dans ce lieu où l'esprit souffle et ravi de donner cette conférence dans une librairie puisque je souhaiterais justement redonner aux mots l'importance qu'ils méritent. Alors je donne mon invitation, comme l'a dit Nicolas, à la parution de ce livre, c'est mon tout premier d'ailleurs, qui s'intitule Suisse, aligne-toi, et dans lequel je déplore que notre pays et notre continent euh, disons, se fondent depuis trop longtemps dans le même moule. Je regrette qu'ils étouffent et dépérissent dans un bloc, appelé occidental, et ce bloc devient de plus en plus homogène. Depuis 2022 et la guerre en Ukraine, la tendance est encore nettement accélérée, tout simplement parce que la guerre est un grand accélérateur de l'histoire et qu'elle révèle au grand jour, disons, des phénomènes latents en gestation depuis des décennies. Depuis 2022, on a beaucoup parlé de sanctions économiques, de PIB, de livraison d'armes, de gaz, mais jamais de mots, de lexique ou de vocabulaire. Je suis très sensible à la langue, à son usage, à sa beauté, de la langue française en particulier puisqu'il s'agit de ma langue maternelle, et à tout l'univers de sens et de valeurs qu'elle véhicule. Or, j'observe au quotidien comme notre rapport au monde change sous l'influence de la langue américaine et de son usage de plus en plus marqué. Et je distingue d'emblée la langue américaine de la langue de Shakespeare. Dans le domaine des relations internationales, il y a certains mots valises qu'on utilise constamment dans nos conversations ou dans les médias et qui revêtent de nouvelles nuances, de nouvelles significations qui trahissent chaque fois une américanisation de notre univers mental. Je prends des exemples de ces mots valises. Démocratie, société civile, état de droit, multiculturalisme, minorité. Ce sont tous des termes, des mots valises qui structurent notre perception du monde, qui imprègnent nos imaginaires collectifs. Et ces mots valises sont des abstractions polymorphes qui devraient se décliner de 1000 manières en fonction des traditions nationales. Mais loin de là, ils revêtent tous une connotation américaine de plus en plus marquée. Je reprendrai un peu plus tard chacun de ces termes. Pour l'instant, gardons à l'esprit que la singularité de chaque tradition nationale se reflète dans les différentes définitions de ces mots valises, et qu'il serait illusoire de vouloir assumer une politique, et encore moins un destin, en faisant l'économie d'un vocabulaire propre. Pour revenir à la guerre en Ukraine et à l'attitude de la Suisse depuis le début de 2022, à mon avis, elle s'est doublement alignée sur le camp occidental. D'une part, elle a repris les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie, ce qui a fait les choux gras à la presse internationale et révélé aux opinions publiques du monde entier que notre pays avait rompu avec une neutralité séculaire. Et je suis sûr que parmi vous, vous avez tous des amis qui vous en ont fait la remarque après le 28 février. Et n'en déplaise à M. Cassis, ce ne sont pas les arguties de ces juristes sur l'interprétation du traité de la Haye ou que sais-je qui vont retourner les opinions publiques à travers le monde. Deuxième alignement qui m'a heurté davantage, c'est l'apparition d'un nouveau lexique totalement réglé sur une vision américaine du monde. Ce fait, me semble-t-il, est majeur et a été très insuffisamment relevé. Pourtant, j'ai pu lire et entendre M. Cassis, qui n'était pas seulement ministre des Affaires étrangères en 2022, mais également président de la Confédération, on a tiré le gros lot en 2022, utiliser les termes les plus extravagants au regard de la tradition diplomatique helvétique. Par exemple, confrontation entre la barbarie et la démocratie. Monde libre. Diplomatie des valeurs. Redéfinition de la neutralité comme le développement de coopération avec des pays qui partageraient nos valeurs. Ça, c'est ma préférée. Neutralité comme développement de coopération avec des pays qui partageraient nos valeurs.
Superbe oxymore. Autre terme, guerre mue par une folie dévastatrice. Alors que les tensions entre l'Ukraine et la Russie n'avaient cessé de s'accroître ces 20 dernières années, et d'un point de vue purement rationnel, s'appréhendent assez facilement. D'autant plus facilement pour la diplomatie suisse, qui était impliquée dans la rédaction des accords de Minsk, qui visaient à proposer une solution politique au conflit. Je viens de cibler les expressions de notre ministre des Affaires étrangères. S'il ne s'agissait que de lui, à la rigueur, il suffirait d'attendre. Mais une bonne partie des hautes sphères de la diplomatie, de l'armée, de l'appareil sécuritaire et des médias reprennent les mêmes éléments de langage. Alors, petit tour d'horizon en commençant par la diplomatie suisse. Toujours dans le champ lexical, donc. On peut observer dans les paroles et les écrits d'un certain nombre de diplomates suisses un glissement des plus intéressants. À la référence au droit international, à la Charte des Nations Unies, se substitue de plus en plus souvent la référence à un ordre international fondé sur des règles. Quelles règles ? Qui a compétence à les produire ? Où les trouver ? Pourquoi soudain ne plus se référer au droit international alors qu'il est déjà suffisamment difficile de faire respecter ? Tout simplement parce que ce terme est utilisé par les États-Unis et leurs alliés et sert de nouveau marqueur d'alignement sur le camp occidental. Que la Suisse, par la voix de certains de ses diplomates, pas tous, heureusement, mais que la Suisse, pays neutre, siège d'un certain nombre d'agences onusiennes, siège de la Croix-Rouge, gardienne des conventions de Genève, s'affranchisse par les mots d'un ordre international dont il est l'un des plus illustres garants, est très inquiétant. L'appareil sécuritaire. Les services de renseignement de la Confédération publient chaque année un rapport qui liste les dangers et les menaces qui planeraient sur notre pays. La Russie et la Chine figurent au premier rang du dernier rapport. Que la Suisse doive prendre ses précautions par rapport à ces deux pays, en matière d'espionnage et de cybersécurité surtout, me paraît évident. Mais, moi si souvent entre le songe et la réalité mesquine, je croyais que les États-Unis avaient placé nos plus hauts dirigeants politiques et économiques sous écoute, depuis Genève notamment. Je croyais que les États-Unis organisaient une surveillance de masse des populations sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Je croyais que les États-Unis usaient de leurs droits, de leurs sanctions à leur bon vouloir. Et certaines entreprises suisses en savent quelque chose. Mais, fort heureusement, il ne s'agissait que d'un songe. Le dernier rapport des services de renseignement de la Confédération, dont un chapitre entier consacré à l'espionnage, ne mentionne pas une seule fois les États-Unis. Par contre, ce rapport reprend la terminologie « ordre mondial fondé sur des règles », pure coïncidence. Il y a un mois, apparu un rapport qui a fait pas mal de bruit, rapport mandaté par le département de la Défense de Mme Amherd, rapport de la Commission d'études de la politique de sécurité. Dans des envolées lyriques, il postule l'existence à l'échelle mondiale d'un conflit entre démocratie et autocratie. Plus intéressant, il n'esquisse jamais le début d'un commencement de définition de ces deux termes. Bien heureusement d'ailleurs, sinon la thèse ne tiendrait pas une seule seconde la route. Quant au président de la Société suisse des officiers, lui voit un conflit entre démocratie et impérialiste. Un dernier mot sur la presse et les médias. Je ne peux parler que des principaux titres de presse romans et la chaîne de service public, la RTS. Je tiens d'abord à souligner qu'ils se sont montrés pondérés comparés à ce qu'on a pu lire dans la presse de certains de nos pays voisins. Mais se mesurer un fou ne fait pas de vous un ange. Le parti pris des médias romans s'exprime, ou plutôt ne s'exprime pas de manière plus subtile. Qu'une information fiable, de qualité, une information fiable de qualité
ne se résume pas à la vérification des sources. Elle en est un prérequis nécessaire, évidemment, mais aussi à la manière dont on contextualise l'information, ce qu'on rapporte et ce qu'on ne rapporte pas, ce qu'on choisit de dire et ce qu'on choisit de taire, à la hiérarchie, à la hiérarchisation de l'information, aux questions qu'on ne pose pas, à la nature des invités, etc. Je vous donne quelques exemples qui m'ont frappé liés à la guerre en Ukraine. Par rapport à la contextualisation de l'information, ou la non-contextualisation, à vous de choisir. On insistait tout au long de l'année 2022, surtout, à une joute verbale des plus inquiétantes entre la Russie et les pays fournisseurs d'armes à l'Ukraine. Les deux parties, les deux camps brandissaient la menace nucléaire. Les médias romans ont constamment rapporté les menaces brandies par la Russie, ce qui me paraît logique. Je pense que la Russie est tout à fait capable d'une montée aux extrêmes. Mais ils ont constamment tué les menaces brandies par l'autre camp. Pourtant, le 24 août 2022, Madame Liz Truss, candidate au poste de Premier ministre britannique, poste qu'elle occupera une semaine plus tard, se déclarait prête à, je cite, un anéantissement nucléaire global au besoin. Un anéantissement nucléaire global au besoin. Aucun média roman n'en a fait mention. Par contre, la réponse des Russes dans les jours qui ont suivi a été abondamment relayée. Autre exemple lié à la hiérarchisation de l'information. Je pense aux explosions des deux gazoducs de Nord Stream. Attaque inouïe contre les intérêts allemands, qui aurait dû faire la une des journaux pendant des semaines, qu'on devrait constamment mentionner, qu'on devrait intégrer dans chaque analyse. Résultat des courses, rien ou presque. On me rétorquera que l'enquête suit son cours, certes, mais on a déjà connu la presse plus pugnace. Surtout qu'aux dernières nouvelles, le principal suspect serait un moniteur de plongée ukrainien. Selon mes informations, que je vous lis ce soir en exclusivité, il est équipé de palmes roses et d'un tuba en plastique acheté en solde à la Migros. Autre exemple de questions non posées, et que je me pose constamment. Notre continent a décidé de couper ses approvisionnements en gaz russe, ce qui constitue économiquement parlant une catastrophe, écologiquement parlant une catastrophe, mais au nom de la lutte des démocraties contre les autocraties. Bien, prenons-les au mot, et qu'a-t-on gagné à importer notre gaz d'Azerbaïdjan ou du Qatar ? Autre question non posée, et pas de la moindre importance. Qui a gouverné les États-Unis ces 4 dernières années ? Je n'ai pas besoin de développer. Plus particulièrement, qui a pris les décisions, ou prend encore les décisions concernant l'Ukraine ? Exemple de thème jamais abordé et qui n'est pas des plus inintéressants. L'accaparement des meilleures terres, des terres les plus fertiles en Ukraine, par des grands consortiums anglo-saxons. Affaire d'autant plus juteuse que les propriétaires ukrainiens sont les premiers à envoyer mourir au front. Et dernier exemple qui concerne la Suisse, je formule l'hypothèse, pure hypothèse, que notre pays, entre le 24 et le 28 février 2022, a fait l'objet de pressions écrasantes. Il ne serait pas inintéressant de savoir lesquelles. Voilà donc un bref état des lieux des faiseurs d'opinion, non exhaustif bien sûr. La citation suivante de Régis Debray résume bien la situation. Il se pourrait que l'opinion devenue intégrale fasse de nos démocraties une forme désarmante d'intégrisme. Faut-il s'étonner de cet alignement de plus en plus marqué sur une vision américaine du monde ? Alors, si l'on s'en tient à des considérations purement économiques ou militaires, alors oui, il faut s'étonner que la Suisse et toute l'Europe
soit incapable de préserver la paix et la sécurité sur notre continent et plombe durablement la compétitivité de nos entreprises avec les sanctions contre la Russie, le gaz en particulier. Mais si l'on met au sommet de la pyramide la langue et la culture, comme ce qui nourrit l'imaginaire, comme ce qui donne du sens et de la valeur au quotidien, alors il n'y a pas de quoi s'étonner. Comment pourrait-on penser que l'usage de plus en plus répandu de la langue américaine, qui prend des proportions colossales en Suisse, n'ait aucune incidence sur la construction de la réalité et la perception du monde de chaque individu? Vous pouvez vous promener dans à peu près n'importe quel centre-ville de Suisse, la moitié des enseignes sont en langue américaine. La publicité aussi. Vous entrez dans des boutiques, c'est le règne de la langue américaine. Vous allez dans des lieux de culture, musées, festivals, de plus en plus souvent, même le titre des œuvres d'art est en langue américaine. Elle se répand comme une traînée de poudre dans les domaines les plus inattendus. La gastronomie, la viticulture. J'ai appris l'autre jour qu'on ne disait plus assemblage, mais blend. La mode, la philosophie, la spiritualité. Et je n'ai pas encore abordé les monopoles, la technologie, l'informatique, la science, la musique, bientôt le monde académique. J'ai lu récemment que dans certains pays du nord de l'Europe, cela fait déjà depuis plusieurs années qu'on ne sous-titre même plus les productions cinématographiques américaines, et que bientôt il n'y aura plus de cursus universitaire disponible en langue nationale. De surcroît, les États-Unis renvoient l'image d'une société plurielle, ce qu'ils sont. Avantage décisif sur la Chine ou la Russie. Tous les segments de nos sociétés peuvent se reconnaître dans les États-Unis. Les hommes d'affaires, les militaires, les hippies, les riches, les pauvres, les athées, les religieux, les traditionalistes, les rebelles, les amateurs de jeux vidéo, de séries télévisées, les sportifs, les humanitaires. Bref, les États-Unis ont pouvoir de tout incarner. Pour rester dans le domaine de la langue, on peut se demander dans combien de temps la langue américaine deviendra une langue officielle de communication en Suisse. Dans combien de temps les membres du Conseil fédéral communiqueront entre eux en langue américaine? Dans combien de temps des associations tiendront leur assemblée générale en langue américaine? De plus en plus souvent, dans les manifestations, on voit des gens qui brandissent des pancartes ou des slogans en langue américaine, même lorsque les enjeux sont purement helvétiques. De plus en plus souvent, on entend des Romands et des Alamaniques, dans le train, la gare, dans la rue, qui conversent entre eux en langue américaine. On peut aussi se demander dans combien de temps les immigrés ne feront plus l'effort d'apprendre la langue du coin, en Suisse ou partout ailleurs dans le monde. La langue américaine est amplement suffisante dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Je pense que dans certains villages, particulièrement entre Nyon et Genève, c'est déjà le cas. À titre personnel, je vis cela comme un drame. Mais mes états d'âme n'ayant aucune importance, il faut constater que l'américanisation de l'Europe suscite joie, enthousiasme. Je n'entends à mes fenêtres que cris de joie et déclarations d'amour, tels des barbares obtenant la citoyenneté romaine. À qui fait appel la Commission européenne pour inciter les jeunes Européens à se rendre aux urnes? La chanteuse américaine Taylor Swift. À propos d'élections, les seuls qui intéressent les foules sur ce continent, ce sont les élections américaines. Et on a également la fâcheuse impression que ce sont également les seules élections qui importent pour l'avenir de notre continent. Quand les dirigeants européens apprennent être mis sous écoute par la NSA, dans le fond, c'est un motif de fierté. Que Washington s'intéresse à eux. Rendez-vous compte.
Quand nos entreprises reçoivent un courrier amical du département de justice américain, avec une petite amende à la clé, c'est un motif de fierté. Plus il y a de zéros, plus on a le sourire. Comme l'écrit bien Régis Debray, ce n'est pas par servilité, mais par inculturation que l'extraterritorialité du droit américain est vécue comme naturelle. Au milieu de cet océan de bonheur, on entend des experts nous déclarer le plus sérieusement du monde que les États-Unis seraient frappés de décadence parce que menacés de perdre quelques marchés contre la Chine ou quelques points de PIB par-ci par-là. Quelle piètre idée de la puissance! Est-ce que, sous l'Empire romain, la rétraction de l'économie sous tel ou tel empereur a de quelconque manière entravé la romanisation du monde? Non. On peut aussi entendre que les États-Unis seraient au bord de la guerre civile. Scénario auquel je ne crois pas. Mais admettons, et voyons que sous l'Empire romain, les transitions pacifiques de pouvoir étaient plus l'exception que la règle. En un mot comme en mille, les États-Unis ont gagné la bataille mondiale des affects sur un score sans appel, en tennis grand chelem 6-0, 6-0, 6-0, et on peut les en féliciter. J'aimerais maintenant revenir sur quelques mots valises que j'ai mentionnés en préambule, démocratie, état de droit, etc., qui reviennent en boucle dans nos conversations et qui trahissent, dont les nouvelles nuances trahissent toujours l'américanisation de notre univers mental. Commençons par un mot valise de première importance pour la Suisse, le mot démocratie. La démocratie, il existe des conceptions très divergentes de la démocratie. Par exemple, une tradition française, républicaine, qui postule la prééminence de l'État sur la société, du politique sur l'économique, du secteur public sur le secteur privé. Elle prône aussi la verticalité, la loi, la laïcité. Bien à l'inverse, il y a une tradition anglo-saxonne dont la grammaire est l'horizontalité, l'individu, le contrat, le juge, l'état de droit, la société civile. Je ne juge pas ces deux conceptions de la démocratie. Elles sont juste radicalement différentes. Quand vous lisez les communiqués de l'ONU, de l'OTAN, de l'Union européenne, il est assez facile, il est assez aisé de se rendre compte quelle conception de la démocratie est en train de triompher. Autre mot valise, minorité, qui en Suisse a ou avait un sens très précis. On pensait d'abord aux minorités linguistiques. Aujourd'hui, faites l'essai avec vos amis dans une conversation. Le mot minorité a toutes les chances de renvoyer à l'orientation sexuelle d'un individu. Pareil pour le mot diversité. Diversité traditionnellement entendue en Suisse comme diversité linguistique et culturelle dans notre confédération. Aujourd'hui, ce mot a toutes les chances de faire référence à l'origine ethnique ou à la couleur de peau d'un individu. Diversité qui est indissociable du multiculturalisme, à la sauce américaine, bien sûr. J'espère que nos concitoyens sauront se rappeler que la Confédération est par définition multiculturelle, déjà bien avant l'existence même des États-Unis, que la Confédération a quelque expérience, et plutôt réussie, de l'intégration de la diversité, et que nous ne sommes pas obligés de suivre le modèle américain en la matière. Aussi exaltante soit l'américanisation de notre continent pour mes contemporains, je me sens le devoir, dans un geste christique, d'attirer votre attention sur quelques inconvénients et périls. Je me limiterai au champ des relations internationales. Sous emprise américaine, nous sommes promis à une marchandisation intégrale de notre monde, diplomatie compris, où règnent déjà de plus en plus les techniques du marketing, du profit brut à court terme,
de la production répétée d'images, selfie de préférence. Monsieur Cassis, toujours à la pointe du progrès, a nommé ce phénomène diplomatie des valeurs. Cette perte de mémoire qui ravilit l'exercice de la diplomatie, un exercice de bien contre le mal, aura des conséquences tragiques pour notre continent, a déjà des conséquences tragiques pour notre continent. Les États-Unis, eux, peuvent se le permettre. Ils sont un pays-continent, protégés sur leurs deux rives par les océans, animés d'une foi patriotique et religieuse immense, dotés de 11 porte-avions et 700 bases militaires à travers le monde, faisant rêver l'ensemble de la planète, à la pointe dans tous les domaines technologiques. En Europe, que nous reste-t-il? Pas grand-chose. Ce qui n'est pas un drame, la vie est nettement plus douce. Mais essayons au moins de conserver la lucidité. Hélas, l'écroulement intellectuel à l'œuvre sur ce continent est terrible. À commencer par une incapacité à l'autocritique qui ne lasse pas d'étonner. Qui, en ce début du XXIe siècle, a déclenché le plus de guerres, a violé le plus massivement le droit international? À l'évidence, les États-Unis et leurs alliés européens. Prenons le cas d'un pays au demeurant fort sympathique, le Danemark. J'ai pas envie de me faire d'ennemis. Le Danemark a accompagné les États-Unis dans toutes ses expéditions guerrières. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, et servi de base arrière aux Américains pour espionner les dirigeants européens. Qui a seulement conscience que le Danemark est un pays qui viole massivement le droit international? J'ai parlé du Danemark, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres pays européens. Ceci ne disculpe évidemment en rien la Russie d'avoir envahi l'Ukraine. Mais il faudrait que notre continent réalise que son moralisme, accompagné ou suivi par les bombes, le disqualifie sur la scène internationale, et que le reste du monde supporte de moins en moins les sautes d'humeur des chancelleries occidentales. Autre motif d'inquiétude lié à l'atmosphère de faillite intellectuelle qui règne sur ce continent, les anathèmes décrétés contre des personnalités russes, souvent des morts. Suite à l'invasion de l'Ukraine, des œuvres de grands compositeurs russes ne sont plus diffusées, les artistes et sportifs russes sont exclus des compétitions internationales. Même la Fédération internationale des chats interdira les félins russes de compétition. La diffusion de chaînes de télévision russes sera également interdite. Ces anathèmes ont constitué un cadeau inespéré pour les dirigeants russes, qui n'ont même plus besoin de resserrer les rangs derrière eux dans le pays. Heureusement, la Suisse se démarque dans ce domaine et ne s'est pas associée à cette vague désolante. Pas encore, du moins. Bannir Dostoïevski, Tolstoï ou Tchaïkovski de nos scènes et de nos écoles constitue un réflexe très inquiétant. Et je pèse mes mots. Quand on combine ces anathèmes au contrôle de l'information, couplés encore aux restrictions du droit de manifester dans le cadre du conflit israélo-palestinien, on peut se demander où réside le vrai danger pour les libertés publiques sur ce continent. Est-ce vraiment la Chine ou la Russie? Ou faudrait-il plus prosaïquement commencer par balayer devant sa propre porte? Depuis la fin de la guerre froide, on a l'impression que la vieille géopolitique reprend le pas sur l'idéologie. Il serait temps de rouvrir un atlas, un livre d'anthropologie ou d'histoire. Or, que fait le bloc occidental? Il s'enfonce dans un moralisme myope et poisseux, sans mémoire ni avenir, articulant le monde autour des colonnes du bien et du mal. Pour citer Huxley, vous ne pouvez pas les préserver de leur folie collective et de leur suicide s'ils s'obstinent à rendre les honneurs divins des idéaux qui ne sont que des projections de leur propre personnalité. En d'autres termes, s'ils s'obstinent à s'adorer eux-mêmes. Les États-Unis, eux,
a encore de nombreuses ressources. Quant à l'Europe, elle me fait penser à ces serviteurs dans l'Égypte antique qui se sacrifiaient pour mieux servir leur maître dans l'au-delà. Et en Suisse, que fait la Suisse? Elle s'idéologise à contretemps. Alors que les puissances occidentales s'affranchissent du cadre légal international, la Suisse s'aligne sur leur lexique belliqueux. Alors que la majeure partie de l'humanité considère la guerre en Ukraine comme le choc de deux impérialismes, le russe et l'américain, dont la pauvre Ukraine sera la victime collatérale, la Suisse reprend les thèses manichéennes du camp occidental. Au moment où l'on semble assister à une renaissance du non-alignement dans le monde, la Suisse tourne le dos à l'évolution du monde et crible la Russie de sanctions. Au moment où nombre de pays, les BRICS notamment, tentent de se dégager de l'emprise du dollar et son cortège de sanctions possibles, la Confédération gèle les avoirs en francs suisses de milliers d'individus et entreprises russes. Au moment où l'humanité devient totalement interdépendante et interconnectée, rendant le monde de plus en plus inflammable, la Suisse jette sa neutralité aux orties. La neutralité helvétique est en train de s'effacer devant la diplomatie des valeurs de M. Cassis, soit un corpus abstrait et aléatoire de valeurs occidentales qui fait fi du droit international et des réalités historiques et géographiques. Et, pour un tenant de la diplomatie des valeurs, convaincu de la justesse de sa propre cause, qui ne voit l'autre qu'enveloppé de ténèbres, la neutralité est incompréhensible, ne peut être qu'une forme de trahison. Bel autogol pour la Confédération. J'ai bien conscience que la tâche du Conseil fédéral n'est pas aisée. Pendant que des pans entiers du monde occidental essayent de s'émanciper de la tutelle du dollar, le bloc occidental se condense et s'homogénéise à marche forcée. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Suisse. Pendant longtemps, notre pays a pu convaincre les grandes puissances que sa neutralité leur apportait plus d'avantages que d'inconvénients. Ces grandes puissances étaient nos voisins. Elles étaient plus ou moins d'égale puissance, elles étaient en compétition entre elles. Aujourd'hui, la Suisse n'a plus qu'un seul voisin, un bloc occidental de plus en plus monolithique. Et nos amis liechtensteinois me pardonneront. Qu'est-ce qui rend la Suisse difficilement soluble dans un bloc? Tout bloc. L'exceptionnalité de ses institutions politiques et ses éléments de démocratie directe. Savez-vous que plus de la moitié des votations populaires dans l'ensemble du monde ont eu lieu en Suisse? Notre pays se définit ontologiquement par ses institutions. Il naît avec la création de la Confédération, il lui est consubstantiel. Ce n'est pas le cas des autres pays, en tout cas des pays en Europe. Il se définit sur d'autres paramètres, une langue, une ethnie, une religion ou que sais-je, mais aucunement par leurs institutions politiques. Hier, ils étaient des duchés, des royaumes, des empires. Aujourd'hui, ils sont des démocraties. Demain, ils seront autre chose. Je crois que ranger vertueusement la Suisse dans le camp des démocraties, comme le fait M. Cassis, est une grave erreur. La Suisse ne devrait jamais rapetisser ses institutions démocratiques en les enfermant dans la même acceptation que celle des autres pays occidentaux. Encore une fois, il s'agit d'un enjeu vital pour notre pays, d'une brise de printemps pour nos partenaires. Le concept de démocratie est de plus en plus vidé de sa substance. On le distribue à la tête du client en fonction des intérêts du moment. On le transforme en arme de guerre pour justifier des expéditions militaires. Donc, dans ces conditions, comment la Suisse pourrait-elle encore inspirer du respect, voire une passion, pour ces institutions uniques? Et elle l'a fait. Elle l'a fait même dans les contrées les plus exotiques. Madame Amherd se déclare convaincue que c'est uniquement en collaborant avec des États qui partagent nos valeurs
que nous pourrons conserver notre indépendance et notre souveraineté. Je pense l'exact inverse. Que nous sommes en train de perdre et notre indépendance et notre souveraineté parce qu'agglutinés à ce bloc occidental qui ne s'exprime bientôt plus que par la voix de l'OTAN, qui s'uniformise à marche forcée. Il faudra essayer de s'en extirper. Pour moi, c'est un crève-cœur de le dire. J'aime infiniment nos voisins, parmi lesquels figurent probablement les deux plus beaux pays du monde, l'Italie et la Suisse. L'Italie et la France, pardon. L'Italie et la France. J'aime l'ensemble de notre continent européen. Mais la réalité est cruelle. Il n'y a pas si longtemps, la Suisse devait, dans la faible mesure de ses moyens, tendre à assurer l'équilibre européen pour assurer l'équilibre mondial. À présent, elle doit essayer d'assurer l'équilibre mondial pour simplement préserver la paix et la sécurité sur un continent européen en voie de périphérisation. La neutralité paraît un outil plus précieux que jamais, à condition de suivre le conseil d'Albert Camus, quand on ne peut pas être une puissance, on peut être un exemple. Ce qui implique pour la Suisse de parler avec tous les acteurs des relations internationales, de continuer à proposer ses bons offices, de soutenir l'action de la Croix-Rouge et de fonder ses sanctions sur le respect du droit international et non des intérêts circonstanciés du bloc occidental. En d'autres termes, c'est mener une politique de neutralité prévisible et cohérente pour les autres pays, quitte à se couper un doigt aujourd'hui, si la situation le nécessite, plutôt que toute la main dans quelques années. Hélas, la Suisse s'affranchit chaque jour du cadre légal international par les mots et par les actes. Ces dernières semaines encore, faisant suite aux attaques du Hamas en octobre 2023, la Confédération a cessé de s'appuyer sur les décrets de l'ONU pour qualifier une organisation de terroriste et s'aligne désormais sur les qualificatifs du camp occidental et brade un peu plus sa neutralité. La diplomatie helvétique se réduit de plus en plus à une agence de promotion des intérêts économiques à court terme, multinationale en tête, au détriment de toute autre considération, intérieure ou extérieure. Ces derniers temps, Mme Amherd nous vend un rapprochement avec l'OTAN sous prétexte de la nécessaire contribution de la Suisse à la sécurité européenne. Comme si acheter notre lot de F-35 et la formidable machine de guerre américaine allait contribuer à assurer la sécurité du continent. Alors que l'utilité de la Suisse résidait dans sa liberté d'un jugement indépendant qui permettait une autre approche des problèmes et donc une chance supplémentaire de trouver des solutions pacifiques. La neutralité constitue également la meilleure garantie de la sécurité de la Suisse elle-même. La recrudescence des cyberattaques et la menace terroriste depuis que la Suisse s'aligne sur le camp occidental aux yeux du monde entier est une preuve parmi d'autres. Que d'aveuglement! Pour terminer sur une note d'optimisme, et justement parce que nos institutions politiques ne sont rien comparables avec celles des autres pays, le peuple suisse sera appelé à se prononcer un jour ou l'autre sur la politique menée par le Conseil fédéral depuis 2022. J'aimerais conclure avec la lecture de quelques paragraphes d'un texte extraordinaire qui est apparu il y a exactement un siècle, en février 1925, par l'une des quintessences de l'esprit européen, Stefan Zweig. Ce texte s'intitule « L'uniformisation du monde », en allemand « Monotonisierung ». On comprend assez facilement la nuance. 1925. D'où provient cette terrible vague qui menace d'emporter avec elle tout ce qui est coloré, tout ce qui est particulier dans nos vies. Quiconque y est allé le sait, d'Amérique. Sur la page qui suit la Grande Guerre, les historiens du futur inscriront notre époque
qui marque le début de la conquête de l'Europe par l'Amérique. Ou pis encore, cette conquête bat déjà son plein, et on ne le remarque même pas. Tous les vaincus sont toujours trop lents d'esprit. Chaque pays, avec tous ses journaux et ses hommes d'État, jubile lorsqu'il obtient un prêt en dollars américains. Nous nous berçons encore d'illusions quant aux objectifs philanthropiques et économiques de l'Amérique. En réalité, nous devenons les colonies de sa vie, de son mode de vie, les esclaves d'une idée qui nous est, à nous Européens, profondément étrangère, la mécanisation de l'existence. Mais cet asservissement économique me semble encore peu de choses en comparaison du danger qu'encourt l'esprit. Une colonisation de l'Europe ne serait pas le plus à craindre sur le plan politique. Pour les âmes serviles, tout asservissement paraît doux, et l'homme libre sait préserver sa liberté en tout lieu. Le vrai danger pour l'Europe me semble résider dans le spirituel, dans la pénétration de l'ennui américain, cet ennui horrible, très spécifique, qui se dégage là-bas de chaque pierre et de chaque maison des rues numérotées. Cet ennui qui n'est pas, comme jadis l'ennui européen, celui du repos, celui qui consiste à s'asseoir sur un banc de taverne, à jouer au domino et à fumer la pipe, soit une perte de temps paresseuse, mais inoffensive. L'ennui américain, lui, est instable, nerveux, agressif. On s'y surmène dans une excitation fiévreuse et on cherche à s'étourdir dans le sport et les sensations. L'ennui n'a plus rien de ludique, mais court avec une obsession enragée dans une fuite perpétuelle du temps. De l'Amérique vient cette terrible vague d'uniformité qui donne à tous les hommes la même chose, qui leur met le même costume sur le dos, le même livre entre les mains, le même stylo-plume entre les doigts, la même conversation sur les lèvres et la même automobile en place des pieds. Fatalement, de l'autre côté de notre monde, en Russie, sévit la même volonté de monotonie, mais sous une forme différente. La volonté de morceler l'homme et d'uniformiser la vision du monde, elle-même terrible volonté de monotonie. Je vous remercie.